Mon timing est parfait. Presque parfait. Ah mais je serai jamais mainstream, mec. Je suis beaucoup trop politiquement incorrect pour être mainstream. Mainstream, c'est quand t'es politiquement correct. Tu rentres dans le moule. Moi, je suis pas politiquement correct, je serai jamais mainstream. J'ai plus de café, j'ai du thé. Faut que j'aille acheter du café. Mais j'ai la flemme aussi, donc je vais taper un peu dans mes réserves de thé pour faire diminuer le bordel. Eh, on fait avec. Hein. Bon, un gros Warper ce soir. On va causer toute la série des SPAD, SPAD. Et ouais, c'est... On n'a pas beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale dans les airs. J'avais fait un HS sur les as de la Première Guerre mondiale, justement. Où j'avais essayé de commencer à expliquer qu'il n'y avait rien. Que c'était... Tout avait commencé de zéro. Et c'est vrai que c'est pas la Seconde Guerre mondiale. Et ouais, des biplans, absolument. On va avoir pas mal de photos de biplans ce soir. Et que c'est vrai que c'était là où la Seconde Guerre mondiale, on arrive, il y avait des armadas aériennes en 39 et tout. On oublie que la Première Guerre mondiale, on commence, il y a rien. Il y a quelques avions de reconnaissance au début. Il n'y a aucune idée, compréhension, volonté, doctrine de faire la guerre avec les avions. Et on va avoir l'émergence très rapide. Via simplement que quand deux avions de reconnaissance se rencontrent, bah on essaie de flinguer l'autre, on sort des petits flingues, on balance des cailloux, des briques, vous jetez votre caca, puis on va commencer à mettre des armes sur les avions de reconnaissance, et peu à peu on va avoir l'émergence d'une aviation de chasse, pour entre autres abattre les avions de reconnaissance adverses, avec certaines envolées technologiques qui vont amener l'aviation en 18... en 4 ans, l'évolution est totalement dingue, quoi, puisqu'on a l'émergence de l'aviation d'assaut, l'entente va commencer à amener, à mettre des bombes sur les avions. Il y a vraiment toute la création d'une... On part de rien. Et tout est à inventer, pour le meilleur comme pour le pire. Il y a des dingueries qui se passeront. Et ouais, bah on va parler un petit peu de ça ce soir. On va causer un peu de biplan. On va avoir des avions qu'on connaît pas, ou peut-être que vous avez jamais entendu parler. Ça va être la bonne occasion de dire, c'est quoi Et je suis en retard, t'es pas en retard, je viens à peine de lancer. Voilà. Pour le transport aérien, tout a été créé pendant la Première Guerre mondiale. On commence, il n'y a rien, et on finit en 19. Ils avaient prévu de balancer des milliers de parachutistes dessus Metz. Comme je dis, la fin de la Première Guerre mondiale ressemble beaucoup au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et en 4 ans, on est passé de rien à des armadas aériennes. On a des armadas aériennes en 18, avec des milliers d'avions. Ce qui est totalement fou. Et tout ça a été créé de zéro, tout a été fait en urgence. C'est une autre époque. Là où on est habitué parfois à parler de développement d'avions sur des années, là, ce qu'on va parler ce soir se fait parfois en quelques mois. Il y a un avion qui arrive, 3 mois après, il y a sa nouvelle variante qui est déjà là, qui va le remplacer. Les délais ne seront pas les mêmes parce que les machines ne sont pas les mêmes. Hein, entre un Focke-Wulf 190 et un Fokker, bon bah il y a un monde et un univers, et tout va extrêmement vite pour la Première Guerre mondiale. Pareil avec les tanks, ouais, même chose. Tout va extrêmement vite. En termes de développement, vous allez voir, on a entre le SPAD 7 et le SPAD 13, on va parler plus tard, vous avez juste quelques mois. Tout va extrêmement vite en termes de développement, beaucoup plus vite que la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est moins compliqué aussi. C'est des petites machines, très petites machines, et bah, quand tout est petit, tout est plus simple à modifier, à améliorer, à tester, et ouais. Donc ouais, c'est une bonne occasion de parler... donc peut-être que les gens connaissent pas ces deux avions, le SPAD 7 et le SPAD 13, c'est des avions de fin de guerre, 1916-1917. On les considère comme les avions de la victoire, puisque la plupart des grands as de l'entente vont faire leur palmarès là-dessus. C'est le SPAD 7 et le SPAD 13 vont être une petite révolution et vont permettre à des pilotes doués individuellement d'aller farmer les avions allemands, tout simplement, de par leur performance plutôt exceptionnelle. Et ouais, c'est un peu l'avion de la victoire. Donc on va reparler un petit peu de... Donc ouais, c'est un avion de fin de guerre. C'est vraiment... les premiers SPAD 7 arriveront en novembre 17 et resteront en service jusqu'à la fin de la guerre, et les SPAD 13 arriveront au printemps 17. Zéro Isega. Possible de faire le Newport 17. Je vais en parler un petit peu du Newport 17, mais on va totalement... Je vais en parler un peu ce soir. Ça vaudra le coup d'en faire un Warbird... d'un Warbird aussi, totalement.
je vais parler, en fait, ouais, je vais faire un petit peu le Newport 11-17 parce que, par exemple, on m'avait demandé on m'avait demandé, fais le SPAD 13. Ouais, mais tu peux pas parler du SPAD 13 sans parler du SPAD 7 en fait. Donc là, le Newport 17, je ferai le Newport 11, Newport 17 et je vais en parler un petit peu ce soir. Donc ouais, on va commencer. Hein. En... Putain, 50 mois, 0 Isega aussi. Oh là 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 là. La chasse française complètement. Complètement, comme je dis, c'est les SPAD 7 et 13, c'est les avions de la victoire. Il n'y a rien, d'accord, en 14-15. Il y a un vide technique, technologique à créer. Et les Allemands vont avoir un sacré avantage dès le début. Entre autres, très amusant, mais les premiers avions de reconnaissance allemands, c'est des Morane Saulnier français, c'est un design français à la base. Les Allemands vont récupérer ça, et ce qu'on appelle les Heimdecker, donc les Fokker E1, E2, E3 et compagnie, c'est la première génération d'avants allemands qui vont faire la loi jusqu'en 1916. Hein, les 14-15, ça c'est considéré comme un fléau. À la base c'est un avion de reconnaissance, et les Allemands vont faire quoi? Ils vont y mettre une mitrailleuse dessus. Et pendant 2 ans, les Heimdecker, ça va être la malédiction Fokker. Ça c'est ingérable. Voilà, pendant les 2 premières années de la guerre, les Allemands font la loi. Avec ça, tous les premiers as allemands, Bolke et compagnie, vont faire leur score là-dessus. C'était ingérable, hein, tout simplement. Hein. C'est un blériot à la base, ouais. C'est en 1913, c'est un design français que les Allemands ont récupéré, que Fokker a récupéré, et ils en ont fait une terrifiante arme de guerre. Et c'est vrai qu'il y aura un vide français assez terrible. Donc c'est vrai que les premières années de la guerre, vous voyez, oui, un peu la mitrailleuse, va être totalement en faveur des Allemands, simplement avec cet avion. Et alors, c'est plusieurs avions, d'accord, améliorés et tout ça, mais ouais, 15-16, surtout 15, les Allemands feront la loi dans les airs, avec le barreau, j'étais sur quoi avion von Richthofen arrive plus tard. Là, von Richthofen est plus un enfant de la fin de la guerre, à proprement parler. À la base, à l'époque, Richthofen, il est encore dans la cavalerie, tu vois. À la base, c'est un hussard, hein, von Richthofen. Hein. Donc ouais, là, on est au tout début de guerre. Et ouais, ça c'est Max Himmelmann. Vous connaissez tous la manœuvre, un Himmelmann. Allez, retournez voir éventuellement le Warbird que j'avais fait sur la Première Guerre mondiale et sur les As. Parce qu'on retrouve un peu ce que j'ai dit là. Où y a aucune doctrine, aucune tactique. C'est un sport individuel, d'accord? C'est un sport individuel, la chasse. On est à des années-lumière dans une guerre mondiale où la chasse c'est un travail d'équipe. Là, c'est vraiment du 1v1 ou du 1v2 ou 1v3, allez savoir. Mais il n'y a aucune doctrine, aucune tactique, c'est au talent. Au talent et à la machine. Et les Allemands ont une meilleure machine. Et c'est vrai que on a toute une première génération d'Allemands qui va faire ses premières armes là-dessus et qui va mettre le nez dans la merde des pilotes français et anglais. Donc ouais, c'est c'est pas des grosses machines, vous savez. C'est des avions qui font quelques centaines de kilos à l'époque. Hein. Il est assez aisé aujourd'hui de faire des répliques. Regardez. Regardez, je sais, ça paye pas de mine. Mais ça ressemble à ça. D'accord? Les mecs, c'est les débuts de l'aviation. Hein? C'est les débuts de l'aviation de guerre. Ah, c'est pas très solide, hein? Y a pas de parachute? Hein? La première fois qu'un pilote va sauter en parachute, c'est en juin 18, hein? Ils meurent avec leurs avions, hein? C'est... Ouais, il fallait une sacrée paire de baloches, hein? Voilà. Donc ouais, vous trouvez des répliques d'avions de la Première Guerre mondiale parce qu'ils sont pas très compliqués à faire, hein. C'est des moteurs tondeuses qu'il y a là-dessus. C'est du papier et bois, un peu de ferraille, et c'est parti, hein. Voilà. Donc en tout cas, on a les Français qui vont réagir. Et... Oh, c'est ça. Stéphane 47 mois, putain. Merci mec, tu regardes. Et les Français vont introduire un avion. Oh là 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 là, quel virus aussi. Les animaux, 46 mois. Mais vous vous battez en duel, 46 mois, 47 mois. Magnifique. Ouais, Fokker, il va manger un peu à tous les râteliers. Bon, il va se balader dans les pays. C'est génial, voilà. Et donc ouais, matez-moi un petit peu
matez-moi un petit peu cet engin. Donc ouais, les Français en début 16, janvier 16, la tendance va changer. Pour mettre fin à la malédiction Fokker, les Français vont introduire un avion incroyable. Regardez-le, c'est le Nieuport 11. C'est un tout petit avion, il fait, je crois, à peine 300 kilos. Hein, c'est des frêles esquifs, les mecs, hein. Mais ça, là, ça va être pour les Allemands le signal de la fin de l'hégémonie des avions Fokker. Rappelez-vous, les délais sont très courts. On parle de quelques mois. Pendant 6 mois, l'introduction du Nieuport 11 et après du Nieuport 17. Le Nieuport 17 et l'évolution du Nieuport 11, mais c'est des noms différents, mais ils arrivent à quelques mois d'écart, d'accord? Les Nieuport 17 sont très vite introduits. Il est généralement le bébé Nieuport, absolument. Et après, vous avez le super bébé Nieuport, qui est le Nieuport 17, je vais pas trop en parler. Mais ouais, vous allez avoir... regardez ça. Elles sont magnifiques, les photos. Hein. Donc vous excuserez les photos, j'en ai pas autant que d'habitude, parce que la Première Guerre mondiale, les avions sont un peu moins photographiés. Mais là, vous avez les avions Nieuport, les Nieuport 11, qui vont commencer à faire basculer pendant les 6 premiers mois. C'est des avances technologiques majeures. C'est-à-dire que d'un coup, les Français sont capables, avec leur biplan, d'avoir un avion beaucoup rapide, extrêmement maniable, qui met les Allemands un peu dans la merde. Parce que les Allemands, d'un coup, bah, eux-mêmes sont dépassés technologiquement. C'est la course avec les épées et boucliers jusqu'à la fin de la guerre. D'ailleurs, ils armeront même, regardez, ça c'est les Nieuport 11 avec des roquettes pour taper les ballons. Hein, pour taper les putains de ballons de reconnaissance. Regardez ça. Ce sont des petits avions, hein. Rappelez-vous, 0 parachute, les mecs, hein. Et généralement, le Nieuport 11-17 avait une mitrailleuse. Ça posera problème plus tard, on va en reparler. Mais, ouais, vous avez... hop là. Vous allez avoir cet avion qui est une petite révolution à l'époque. Une petite révolution pour la France. Les Anglais systématiquement testeront aussi les avions. Et très souvent, les Anglais adopteront des avions français. Et on verra des Anglais voler sur Nieuport et même après sur Spad. Même s'ils avaient leurs propres avions, les Anglais ils regardaient d'un œil aussi ce qui se faisait et n'hésiteront pas à utiliser des avions français quand ils estimeront qu'ils sont assez bons, voire même ils les construiront chez eux. Et donc dites-vous qu'en l'espace de 3 mois, on a déjà une autre variante qui arrive, qui sera le Nieuport 17. Remotorisation de l'avion, généralement on met un moteur plus puissant dessus, et voilà. Hein. La fusée là c'est de l'armement, absolument. C'est des roquettes, mec. C'est fait pour aller taper les ballons de reconnaissance. C'est pas fait pour abattre des avions, hein. Mais c'est fait pour aller taper les ballons. Les ballons, à l'époque, la chasse, son boulot est de neutraliser les chasseurs ennemis, mais surtout de neutraliser la reconnaissance. Le but d'un chasseur n'est pas aller d'abattre les chasseurs ennemis, mais d'aller abattre les avions de reconnaissance et abattre les ballons de reconnaissance. Ah oui, oui, les Américains voleront entièrement sur SPAD 7 et SPAD 13. Tout le corps aérien américain pour la Première Guerre mondiale sera sur SPAD. Et les Anglais construiront près de 300 SPAD anglais, avec leurs problèmes aussi, on en reparlera. Donc ouais, le Nieuport 17 va arriver en mars 16, même pas 3 mois après le Nieuport 11. Vous voyez, on est vraiment sur des délais ultra courts, où bam bam, un nouvel avion qui arrive en 3 mois, c'est totalement fou. Et ouais, regardez, d'ailleurs on aura même les Anglais. Les Anglais se plaindront systématiquement que les avions français sont sous-armés. Et les Anglais auront souvent la fâcheuse habitude de rajouter de l'armement. Entre autres des armements d'ailes, des armements au-dessus, des grosses mitrailleuses Lewis. Et les Anglais étaient très souvent mécontents. Ce sera un sujet de discorde constant. Le sous-armement des avions français. Et les Anglais avaient tendance à modifier les avions français, souvent pour le pire. Parce qu'en rajoutant de l'armement, l'escadrille Lafayette va voler sur SPAD absolument. L'escadrille Lafayette, ils sont sur SPAD 13, SPAD 7 et SPAD 13, entièrement. Rickenbacker, l'as américain, il est sur SPAD 13. Ils ont pas amené leurs avions, hein, les Français. Les mecs, les Américains, on leur a tout donné, d'accord? On leur a donné les chars, les avions, ils ont juste amené la viande et la bouffe. Voilà. Nieuport 28, je suis pas sûr. En tout cas, Rickenbacker est sur SPAD. Les Anglais volaient sur avion français, parfois oui. Ils auront le Dolphin qui arrivera. En fait, ça dépend de quel avion sont disponibles. On aura le Dolphin puis le Camel. Donc on aura des escadrilles anglaises qui seront sur avion français et des escadrilles anglaises qui seront sur avion made in Angleterre, tout simplement. Voilà. Donc ouais, le Nieuport 17. Hop là. Allez, ça, magnifique. Belle machine. Et le problème, on a 6 mois où les avions français vont faire la loi. Sauf que les Allemands,
Regardez, ça c'est pareil encore, un magnifique Nieuport 17. Il est petit le Nieuport 17, hein. Mais déjà là on retrouve la chasse les mecs. On retrouve la chasse. L'aviation française a fait un bond incroyable avec le Nieuport 11 et 17. On a été capable de poser les bases de ce que doit être un chasseur. Et on a battu les Allemands technologiquement pendant 6 mois. Sauf que les Allemands vont réagir. Et ouais, à l'été 16, on va avoir la première génération d'Albatros qui arrive. Les Albatros H2, puis H3. Et l'entrée en service des Albatros va signer le glas des Nieuport. Vous vous rendez compte? Les chocs technologiques durent quelques mois. Et dès qu'on introduit un nouvel avion, et les Albatros sont extrêmement performants, et les Albatros vont redonner l'avantage aux Allemands dans les airs. Les Nieuport sont pas taillés pour affronter les Albatros. Et ça gueule dans l'aviation de donnez-nous très bel avion l'Albatros. Hein. Et ça ira après jusqu'au... Il y aura encore d'autres versions d'Albatros. Donc il me semble que les Albatros arrivent en août. Magnifique avion. Donc vous voyez le bond technologique entre le Fokker, entre le monoplan Fokker E3 et ça, vous avez un choc de dingue quoi. Mais c'est l'époque, tout est inventé, tout va très vite. Et vous avez entre autres aussi les Halberstadt qui sont là, même si eux seront retirés du service, mais les Halberstadt, H2 entre autres, étaient aussi des... Eux étaient là pour généralement protéger les ballons et compagnie. Ils étaient moins performants que les Albatros, mais étaient capables aussi de... On aura des combats aériens entre justement Nieuport et Halberstadt. Mais ouais, généralement on connaît mieux les Albatros qui vont faire tourner la bascule. Et c'est là qu'on arrive. C'est là que notre histoire commence. Notre histoire, elle commence pas avec un avion, elle commence avec des voitures. Ça, c'est Hispano Suiza. Hispano Suiza, compagnie espagnole à Barcelone. Il s'avère que Hispano Suiza, ils s'en foutent un peu de la guerre. Compagnie civile, on connaît Hispano Suiza avec la Seconde Guerre mondiale. On a souvent parlé des moteurs Hispano Suiza 12Y français qu'on retrouvera aux 4 coins du monde, en Union soviétique, qui donneront les Yak et tout ça. Et Hispano Suiza, à l'époque, bah, ils font pas d'armement militaire. Ils ont même rien à voir avec l'armée, ils font des voitures. Ils font entre autres des voitures de course. Ils développent Suiza, absolument, Hispano Suiza pour Suisse. Mais là c'est peut-être leur filière de Barcelone, j'en sais rien. Il s'avère qu'ils font des bagnoles de course et que leur spécialité, c'est les moteurs. Des moteurs puissants, petits. Bah, vous voulez faire des bagnoles de course, vous voulez avoir des moteurs légers, fiables, puissants, performants. Et Hispano Suiza... ils vont voir la guerre en 1915, ils vont regarder ça d'un œil, ils vont se dire il y a peut-être moyen de faire du blé. Et si on modifiait nos moteurs, donc ils vont bosser en interne, ils vont commencer à se dire on pourrait peut-être aller voir la France et leur proposer un moteur. Donc ils vont prendre un de leurs moteurs de bagnole, un V8, regardez, ça c'est une révolution les mecs. Voici l'Hispano Suiza 8A, c'est un V8. Ils vont prendre ça. Donc ça, c'est ce qu'il y a sous le capot des bagnoles de course d'Hispano Suiza. Ils vont le retravailler pour l'alléger et ils vont aller voir l'armée française. Ils vont lui dire « Salut! On a un moteur qu'on a designé pour peut-être mettre sur des avions. » À l'époque, on est en 15. On est en février 15. Donc on fait un petit retour en arrière. Vous voyez, on est à l'époque de la terreur des Fokker. Et vous avez Hispano Suiza qui sort de nulle part avec un super moteur. J'insiste sur le terme super moteur, ce moteur est une révolution. Les Français, ils vont être sceptiques, ils vont tester le moteur pendant une journée entière. Ils vont le tourner à pleine puissance pendant une journée, essence, et ils vont se rendre compte que le moteur est incroyablement fiable, plus puissant que tout ce qu'ils ont, presque plus léger de 30 voire 40% que ce qu'ils mettent, plus puissant, plus léger, plus fiable. Ils n'ont jamais vu ça. Et ils vont immédiatement... Bon, écoutez, vous allez nous en produire beaucoup, hein. Et on va en faire en avion. On va en faire en avion. Et c'est... donc, ce qu'on appelle SPAD, SPAD, le nom de l'avion, c'est Société pour l'aviation et ses dérivés, SPAD. Donc c'est une compagnie aérienne, d'accord. Et SPAD va récupérer le bébé, et ils vont construire un avion autour de ce moteur à très haute performance. Et va naître... le proto du SPAD 7. Donc là, vous avez le proto au printemps 1916. Printemps 1916, ça va aller encore très très vite. Hein. Et ils vont construire un avion pour ce moteur à très haute performance.
ils vont utiliser du métal. Les ailes sont en aluminium, ce qui est curieux à l'époque. Alors ça reste toute la structure est en bois papier. Michel la brocante, 26 mois, merci mec, tu régales. 26 mois, c'est beau. Et il y aura aussi toute une coque d'acier autour du pilote. Et l'avion a des performances. L'avion est exceptionnel dès le début. L'avion vole bien. Il est capable il est solide. Il peut piquer à plus de 300 km/h. Ils mettront une seule mitrailleuse dessus, ce qui sera corrigé sur le SPAT 13. Mais ils vont avoir un avion à haute performance. D'ailleurs là, ils enlèveront souvent la petite coupole métallique. Hein. C'est uniquement, c'est uniquement pour le proto. Et ouais, ils ont un avion à très haute performance, qui arrive à point nommé, puisque le corps aérien français et même anglais hurle pour avoir un nouvel avion, parce que les Albatros allemands sont technologiquement supérieurs. Ça va aller très vite. Hein. Ils volent pour la première fois en mai 1916. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. 6 mois plus tard, il est en escadrille. Les mecs, c'est une autre époque. Hein. Quand vous voyez la Seconde Guerre mondiale, c'est pas ça. Hein. On a vu des avions qui traînaient en développement. Hein. 6 mois plus tard, il est en escadrille au front. Et c'est le SPAT 7. D'accord ? Et cet avion va devenir le canon de la victoire. La plupart des as français, des grands as français, vont commencer leur carrière, leur farming intensif sur cet avion. Il est fait pour la haute performance. Alors rappelez-vous, il n'y a pas de doctrine à l'époque. Hein. Les Allemands seront les premiers à introduire une doctrine collective de la chasse. Les Français et les Anglais resteront très individuels. Et cet avion convient parfaitement aux individualités. Très haute performance, il peut piquer très très rapidement, plus de 300 km/h, c'est dingue pour l'époque. Et beaucoup de pilotes français, entre autres, étaient des grands individualistes. Il n'y avait aucune idée de délier, de collectif et tout ça. On allait à la chasse pour abattre un avion ennemi. Et cet avion convient parfaitement au style individualiste de pas mal d'as. Et tous les plus grands as français commenceront leur carrière à engranger beaucoup de victoires sur SPAT 7 et après basculeront sur SPAT 13 quelques mois plus tard. Donc ouais, il y avait une seule mitrailleuse sur l'avion. Ça sera un problème. Les Anglais, toujours les Anglais, trouvaient l'armement français trop léger. Et les Anglais commenceront à faire des dingueries avec les SPAD. Le SPAD est très léger. Et les Anglais vont commencer à foutre des mitrailleuses Lewis partout. Des mitrailleuses d'aile, une mitrailleuse au-dessus. Les Anglais feront des conneries avec les SPAD. Hop là. Ouais, le F-35, ouais. Comme dit, c'est une autre époque. Tout va très vite. Tout va très vite pour la Première Guerre mondiale. Et ouais, c'est... Comme je dis, le SPAT 13 arrivera quelques mois plus tard. Voilà. Donc ouais, on a le SPAT 7, il va arriver en escadrille, il va équiper le SPAT 7. Il va équiper l'entièreté de l'armée française, quasiment. On a près de 70 escadrilles qui vont être équipées en SPAD. Certains après basculeront encore sur du SPAT 7 au SPAT 13. Et malgré cela, les SPAT 7 resteront en service pendant toute la guerre. Donc même en 18, quand on a les SPAT 13 qui sont là, on a encore des SPAT 7 qu'on retrouvera après aux quatre coins du monde. Les Russes, les Américains, les Italiens. Cet avion est exceptionnel, d'accord, pour la chasse. C'est un incroyable chasseur. Et il manquait ça pour pas mal de pays alliés, même les Anglais. Hein. Les Anglais vont utiliser les SPAD. Les Italiens, on aura des as italiens sur SPAD. Vous voyez, simplement parce que on va l'exporter partout. On va en faire des milliers de ça. Le SPAD 13, on va en faire 8000. Je crois que le SPAD 7, on va en faire 6000. Il me semble de mémoire, je suis pas sûr. Je crois 6000. Hein. Et quelque chose comme ça. Et le SPAD 13, on va en faire plus de 8000. Je sais pas si vous voyez. Hein, combien de temps pour être produit, ça va très vite. C'est des petits avions, mec. C'est pas des technologies de la Seconde Guerre mondiale. Ça va très très vite pour produire pendant la Première Guerre mondiale. Et pourtant, il y a de l'aluminium et tout ça. Voilà. Donc ouais, hop là. Ça, vous avez des photos d'escadrille. Et avec le SPAD, l'introduction du SPAD 7, on va reprendre l'avantage sur les Allemands. On va reprendre l'avantage sur les Albatros allemands. Et ça va rebasculer. D'ailleurs, c'est à cette époque que les Allemands vont commencer à faire de la doctrine tactique. Non seulement on amène la qualité au niveau avion, mais on amène le nombre. Et les Allemands à l'époque, 16-17, c'est l'époque de la bascule, où les Allemands commencent à être écrasés
par le nombre, et ils vont compenser parfois le nombre par de la doctrine. Et ils seront très très bons à cela. Pour compenser justement le fait que nous on misait beaucoup sur l'individualisme. Est-ce que tu peux baisser la musique, bien sûr? Voilà. Regardez les... ça volait à haute altitude, hein. Matez un peu les bestiaux. C'est une autre époque, les mecs, hein. Incroyable, hein. Notre époque, hein. Faut que j'augmente mon micro. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles, tous? Pépé, baisse la musique. Pépé, augmente ton micro. Pépé, change de casson. C'est Chewbacca, il y a un peu de ça, hein. Belle bête, hein. Le Camel est un avion... c'est la dernière génération d'avions anglais de la guerre, après le Dolphin. Et il a aussi ses problèmes, ses qualités, ses grandes qualités, mais aussi ses problèmes, le Camel. Peut-être qu'on en reparlera un jour. Il mérite totalement un Warbird. D'ailleurs, regardez. Ça, c'est un Spad anglais. Regardez ce que je vous disais. Donc là, il s'est craché un peu lourdement. Est-ce que vous voyez sur les ailes ce que les dingueries que les Anglais ont fait? Hop là. Vous voyez? Les deux Lewis, vous les voyez, les deux mitrailleuses Lewis d'ailes? Ça avait une fâcheuse tendance à totalement changer le centre de gravité de l'avion. L'avion était designé pour un poids spécifique. Et les rajouter deux Lewis faisait que l'avion avait ses soucis à l'atterrissage et tout ça. Et ouais, mais ça sera la maladie anglaise. Donc là, vous voyez, c'est un Spad 7. Hein, vous voyez l'unique mitrailleuse qui dérangeait les Anglais. Et là, vous avez des versions anglaises modifiées avec deux Lewis, deux mitrailleuses Lewis d'aile pour amener plus de punch. La contrepartie, c'est que vous gagnez énormément en poids, vous changez le centre de gravité de l'avion, vous perdez en manœuvrabilité aussi. Voilà. Ça montait à quelle altitude? Ça montait pas très très haut, hein. Ça montait, mais déjà, ça caille, hein. Tu sais, il n'y a pas de compresseur sur les moteurs et tout, là. Putain, on se bat pas haut, hein. D'ailleurs, même les Russes, hein. J'ai pas dit, mais les Russes vont récupérer des Spads, hein. Les Russes qui étaient d'ailleurs... Les Russes récupéreront des Spads, 7. Auront quelques escadrilles en Spad. Quand les Russes vont s'effondrer, les Allemands vont récupérer des Spads et les tester aussi. Et d'ailleurs, ils récupéreront aussi des Nieuport 11 et 17. On aura même des pilotes allemands qui vont voler sur des avions sur le front de l'Ouest, des avions capturés. Mais voilà, on connaît. Les cockpits sont encore ouverts. Oh putain, c'est une autre époque, hein. C'est une autre époque, hein. Voler en cockpit ouvert en hiver, là, t'as intérêt à être bien couvert, hein. Faut pas qu'il y ait 1 cm de peau d'ouvert, parce que là, les engelures, ça y va. Et là même, comme je dis, les Américains voleront... regardez, ça c'est un Spad 7 américain dans le musée de l'Ohio. Le musée de l'Air Force à Dayton, dans l'Ohio. Vous avez un Spad. Vous avez un Spad 7 américain. Comme je dis, ça va être les Américains vont faire leurs premières armes sur ce modèle. Comme je dis, ça va être vraiment l'avion qui va être arrosé parce qu'il est excellent. C'est vraiment une très très bonne machine. Et hop, vous allez le retrouver sous quasiment toutes les couleurs, dans toutes les escadrilles, partout dans l'armée française. Superbe, voilà. Il est beau là. Donc vous voyez même au printemps 18. Regardez l'adjudant André Marteneau au printemps 18, il est encore en Spad 7. Parce que le Spad 13 vient en addition et réservé à certaines unités d'élite. Et tout le monde n'a pas accès à des Spad 13. Les Russes avaient leurs propres avions. Les Russes, pendant la Première Guerre mondiale, ont souvent la plus grosse flotte de bombardement stratégique. On a totalement oublié à quel point les Russes étaient des malades pendant la Première Guerre mondiale de l'aviation. Et c'était moins bon pour les avions de chasse. Donc ils vont récupérer du matériel, entre autres français, pour compléter leur force aérienne. Et comme je dis, les Italiens seront des très très grands fans du Spad, eux aussi. Donc ouais, vous allez le retrouver sur tous les fronts. Il va être envoyé... on en aura même au Japon, c'est pour vous dire. Et même après la Première Guerre mondiale, l'avion sera encore en service. Même s'il va être dépassé très rapidement, hein. Rappelez-vous, les progrès de l'aviation sont tels à l'époque. Mais il va avoir une longue carrière. Et on le retrouvera encore en Pologne en 1920, 1921. Ce qui est assez fou, hein. 4-5 ans de carrière pour un avion à l'époque. C'est énorme. Mais comme dit, c'était un avion à haute performance. Et encore plus son successeur
ou son amélioration. Il était tellement bon en termes de perf qu'on aura des variantes assez folles. Regardez ça. Ça, c'est un SPAD SA2. C'est un SPAD de reconnaissance allégé. Vous voyez l'hélice? Regardez où est mis le mec qui fait la reconnaissance. Ils l'ont mis devant le bloc moteur. Petite mitrailleuse pour le mec. Et ça, c'est un SPAD de reconnaissance. Vous voyez? Et les performances étaient bonnes, vous l'allégez un peu. Et regardez-le, vous avez un SPAD biplace avec le bloc de reconnaissance à l'avant. Putain, faut... Voilà. Ah, c'est bizarre, hein. C'est bizarre. Donc ouais, là, vous avez une espèce de petite variante du SPAD. Alors, je parle du SPAD 13, mais vous savez qu'il y a un SPAD 12. Le SPAD 12, c'est un SPAD 7. Mais regardez, ils ont fait une dinguerie. Ça, c'est le moteur qu'on connaît. Hein? L'Hispano. Et est-ce que vous voyez ce qu'il y a au centre du moteur? Ils ont rajouté un gros machin. Ils ont rajouté un très gros machin. Vous voyez? Hein, comparé au moteur originel. Comparé au moteur qu'on connaît. Regardez. Il y a un autre truc. Le SPAD 12, ils ont mis le canon du Renault FT. Un canon de 37 mm. Ils ont mis le canon de 37 mm du Renault FT, donc à recharger à la main, ouais, directement sur le bloc moteur. Littéralement, le SPAD, il a un canon de 37. Et le souci, c'est que, bon, c'est pas des canons automatiques, hein, comme je dis, c'est à la main, très faible balistique, très faible vélocité. Alors, Guilmer, l'as français, il va tester ça, il va dire, c'est génial, j'en veux. Sauf que Guilmer, il a un style de combat très particulier, où c'est vraiment un chasseur. Guilmer était un tireur de précision, hein, et Guilmer, lui, ouais, vous lui donnez ça, ou même Fonk. Fonk était un peu du même genre, ils usaient très peu de munitions. Et ils étaient capables de calculer ça, justement. Donc ouais, ça leur allait très bien, les SPAD 12, pour la chasse. Parce qu'ils étaient capables de mettre au but les coups de 37. Sauf que le pilote lambda, il en était absolument incapable. Donc les SPAD 12, ça va être réservé à quelques pilotes, quelques escadrilles. Ouais, vous aurez Fonk ou Guilmer qui seront sur SPAD 12, avec succès, parce que eux étaient suffisamment talentueux et bons pour savoir les utiliser. Mais ils en feront, je crois, de 200 exemplaires du SPAD 12. Et il était, comme je dis, il y avait même certains pilotes qui enlevaient le canon juste pour la mitrailleuse. Parce que le canon était juste inutilisable pour le commun des mortels, vous voyez. Et ça, comme je dis, c'est certains pilotes exceptionnels qui avaient le compas dans l'œil, qui comprenaient bien la balistique. Mais c'était une extrême minorité. Donc ouais, bon courage pour utiliser ce genre de machin. Et donc le SPAD 12 est assez anecdotique. Regardez ça, c'est René Fonk qui est devant son SPAD 12 justement. Ça c'est un SPAD 12. Donc ouais, Guilmer c'est 54 victoires, Fonk doit être à 75 victoires. Et ouais, là vous avez Fonk qui était un utilisateur du SPAD 12. Vraiment très particulier comme doctrine de feu, mais c'était vraiment réservé à des pilotes d'élite avant l'heure. Comme des gens qui avaient le compas dans l'œil. Fonk était aussi Fonk était un tireur de précision même au sol. Hein, il gagnait des concours de tir à la carabine et tout. Hein. Comme je dis, c'était des tireurs exceptionnels qui comprenaient la balistique plus que certains. Voilà. Donc ouais, là vous avez le SPAD 12 avec un canon de 37. Comme je dis, c'est le même canon, c'est le SA-18 je crois, le plus tôt du totalement fou, hein, qu'ils aient embarqué un canon de 37 aussitôt. Mais je dis là, c'est pas possible, ils ont pas fait ça quand même, si. Hop là. Et là, vous avez Fonk devant son SPAD 13. Donc ouais, quelques mois après l'introduction du SPAD 7, donc le SPAD 7 est introduit à l'hiver 16, au printemps 17, vous allez avoir une nouvelle variante qui va arriver avec un nouveau moteur. Donc chez Hispano-Suiza, ils vont améliorer le moteur et ils vont amener une variante à plus de 100 chevaux, je crois, qui va améliorer encore plus les performances. Ils ont aussi écouté les retours d'expérience et ils vont mettre 2 mitrailleuses.
Le reproche que faisaient les Anglais, c'était la faiblesse de l'armement du SPAD 7 qui forçait à mettre des Lewis. Là, ils vont mettre une mitrailleuse en tandem pour justement augmenter la puissance de feu. Donc ils vont avoir, comme dit, le SPAD 13 fait partie des meilleurs avions de la Première Guerre mondiale en termes de chasse pure. Ce sont des avions exceptionnels qui sont aussi faits pour de l'individualité. Ils sont faits pour faire du hit and run. Gilmer, Fonk et tout, ils attendaient dans les nuages, ils voyaient un mec, ta 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 ta, et puis on se barre. Donc c'était un avion qui avait une très grosse vitesse. Le fait qu'il avait les ailes en aluminium et tout ça, l'avion était extrêmement solide et était capable d'atteindre des vitesses assez folles pour l'époque. Et ça en faisait un excellent avion de dive bomb et après la fuite. Voilà. D'ailleurs, vous en avez un, regardez ça, c'est un as italien, avion d'origine. Donc ouais, comme je dis, les Italiens vont avoir leur race aussi sur SPAD. Ernesto Cabruna, et vous avez son avion au musée. Belle bécane aussi, hein. Belle bécane. Et ouais, quasiment toute l'armée française va être équipée de ça. Et les étrangers aussi. Comme je dis, c'est un superbe avion. Hein. Regardez les Américains, là vous avez Eddie Rickenbacker qui prend la pose devant son avion. Hop là. Donc lui aussi engrangera un paquet de victoires sur SPAD. Et même là, je suis même pas sûr que ce soit un SPAD derrière, mais c'est pour le bonhomme quoi. Donc ouais, vous allez avoir une chier d'as qui vont farmer sur cet avion parce qu'il est fait pour. Il est. C'est pas un Newport, c'est peut-être un Newport ça. Attends. Newport 28, ça. Hop. Ça va être facile à reconnaître. Hop. Ouais, ça je pense que c'est un Newport. Hop là. Ça c'est un Newport 28. Mais juste pour dire que, comme dit, c'était... c'est un 28, ouais. Ou 23. Juste pour dire que le SPAD est majoritairement présent dans les escadrilles. Et que même les Américains ont des SPAD aussi. Mais ouais, là, il prend la pause. Il est beau, hein. D'ailleurs, vous savez que Rickenbacker, il volera pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, sur B-17, hein, dans le Pacifique. Hein. Alors, le mec, il a fait 2 guerres mondiales. Hein. As dans la première, s'est retrouvé dans un bombardier dans le Pacifique dans la deuxième. Putain. Ah, vous avez des gens... voilà. Il y a des gens, ils ont tiré la timbale quand même. Hein. Il y a des gens, ils ont tiré la timbale. Donc ouais, Rickenbacker, il va faire 2 guerres mondiales. Hein. Voilà. Et finir un chauffeur personnel de Eisenhower. Ouais, c'était... Allez voir le parcours du mec. Allez voir le parcours du mec, c'est quand même assez unique. Hein. Il a fini sur un radeau dans le Pacifique pendant 2 semaines à boire sa pisse. Voilà. Donc ouais, encore un sacré bonhomme. Donc ça c'est le corps expéditionnaire américain. D'ailleurs, les Allemands, la course à l'épée et le bouclier va continuer. Les Allemands vont introduire des nouveaux modèles, en plus du fait qu'ils vont acquérir un certain savoir-faire tactico-opérationnel largement supérieur à ce que faisaient les Français et les Anglais. On va avoir aussi l'introduction de nouveaux avions en 17-18. Regardez, ça c'est Ernst Udet qui pose devant un Fokker D7. Donc les Allemands vont, eux aussi, ça va jamais s'arrêter. D'accord? Ça va jamais s'arrêter. Là, vous avez le Fokker D7, mais vous connaissez sûrement le Fokker DR1 de von Richthofen. Même s'ils vont pas faire beaucoup de cet avion. Hein. Cet avion, je trouve, moi, était un peu overrated. Il avait sa vitesse était plutôt faible. Mais ouais, ça fait partie de la légende de l'avion tout peint en rouge, même si ça reste assez anecdotique. Mais ouais, les Allemands vont continuer à introduire des avions, même si à ce moment-là, le problème des Allemands, c'est même plus la qualité des avions, sauf que les Allemands sont pris à la gorge au niveau du blocus, et ils ont des énormes problèmes industriels, de qualité des avions, et aussi ils ont plus d'essence. Ils foutent des ersatz dégueulasses dans les moteurs, ce qui fait qu'ils ont en moyenne en 18 des pertes de performance de 20-30%. Et c'est vrai que non seulement ils sont écrasés par le nombre, par la qualité, mais ils ont eux-mêmes la faillite de leur industrie, la pénurie d'une essence de qualité. Et ouais, la dernière année de la guerre, elle est terrible. C'est une hécatombe pour les pilotes allemands. C'est comme en 45. Hein. C'est comme en 45, vous avez une hécatombe simplement parce que les Allemands sont écrasés. Sont écrasés par la qualité et le nombre. Et ça,
qu'importe les modèles que vous amenez, parce que c'était le Fokker D7 là, c'est des superbes machines. Hein. Mais les Allemands sont totalement écrasés par la qualité. Et le SPAT 13 fait partie des avions qualitatifs qui va poser beaucoup de problèmes aux Allemands. Les Anglais, de leur côté, les Anglais vont récupérer les SPAD. Hein. Ils vont récupérer les SPAD, ils vont en construire près de 300, 250-300 je crois. Sauf que les Anglais vont se rendre compte qu'ils ont aussi des problèmes au niveau industriel. Puisque la finition anglaise était bien moins bonne que la finition française des avions. Les Anglais avaient tendance à être à bâcler un peu plus l'avion. Et ça va se ressentir en escadrille. Les Anglais avaient tendance à se plaindre des SPAD anglais, de la faible qualité des SPAD anglais. Et c'est vrai que l'engin là, le SPAD 13, c'est l'avion de la victoire. Il va rester en service jusqu'à la fin de la guerre. Et même après, il sera exporté dans tous les pays qui n'avaient pas d'aviation. Le banc classique, c'était le SPAD 13. Regardez ça. C'est le AI Type 1 Fighter. Regardez, c'est des SPAD 13 japonais. L'avion va finir au Japon. Comme dit, quand vous n'avez pas d'aviation, c'est un bon moyen de commencer. C'est quelque chose de nouveau, l'aviation, hein, à l'époque. Hein. Et les Japonais sont dans le corps des vainqueurs. Hein, les Japonais sont dans le corps des vainqueurs. Ils ont récupéré les colonies allemandes au Marshall et tout. Et bah, les Allemands vont acheter... les Japonais vont acheter des SPAD. Ça va être le début de leur propre aviation à eux. Donc c'est le AI Type 1. Voilà. Le chasseur Type 1. Voilà. Et c'est le début de l'aviation japonaise. Tout le monde va apprendre avec cet avion. Il était excellent. SPAD 7, SPAD 13. C'est le banc technologique de la fin de la guerre. Voilà. Et ils resteront en service quelques années encore après la fin de la guerre, dans l'écolage et tout ça. Parce que c'était des superbes avions d'apprentissage et tout. Voilà. Les hélices tripales, j'ai pas vu... je crois pas avoir vu de... Non. C'est du bipale en bois. Faudra attendre encore quelques années. Tu sais, même les premiers BF-109, les BF-109A sont en hélice bipale. Tu sais, c'est quelque chose d'assez tardif, les hélices triples. Surtout pour la chasse. Donc là, ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des SPAD en tripale. Je crois pas. Non. Donc ouais, un bel avion. C'est bien de les connaître. C'est bien de les connaître parce qu'ils arrivent, tardivement. Comme je dis, ils sont introduits vers la fin de la guerre. Donc le SPAD 7 arrive en novembre 16. Le SPAD 13 qui va lui enchaîner dans la foulée avec une remotorisation et alourdissement. Alors même le SPAD 13 était un petit peu plus grand aussi. Il arrive au printemps 17. Donc ouais, on est plus proche de la fin de la guerre. Donc vous avez vu vraiment la Première Guerre mondiale est différente de la Seconde. C'est vraiment des bancs technologiques qui amènent la supériorité sur le champ de bataille. Et il n'y a pas vraiment de doctrine. Les Allemands vont être les premiers vraiment à travailler sur la doctrine coopérative. D'ailleurs, ce qui va leur permettre de tenir assez longtemps, justement, et de compenser. Le Camel, enfin absolument. Il me semble que le Camel, c'est 17. Le Circuit Camel. Oui, Camel. De mémoire, le Camel arrive au printemps 17. Ouais, c'est ça. Introduction juin 1917. À l'été 17. Voilà. C'est quasiment un contemporain du SPAD 13. Voilà, le Camel. Tout simplement. Donc ouais, le Camel est aussi un avion de fin de guerre. Et le Camel avait quand même ses problèmes. Hein. Le Camel avait ses problèmes. Mais ouais, ça reste des avions... Vous avez vu un peu le bond technologique? Les Français, ils ont quasiment rien en 14-15. Et on finit la guerre avec un avion de chasse. On a un avion de chasse et on a vraiment le bon Nieuport 11, 17, 28. Et les SPAD. SPAD 7 et 13. Donc on a vraiment une évolution technologique. On voit bien l'évolution technologique et la remotorisation, plus d'armement, plus de puissance. Classique. Voilà. Il tuait ces jeunes... Ouais, le Camel était capricieux.
Le Sopwith Camel était légendairement capricieux au pilotage et pardonnait pas beaucoup d'erreurs. Et il va tuer beaucoup de pilotes, le Camel, parce qu'il était, c'était un avion à problème. Ah, c'était un avion à haute performance, un superbe avion de chasse, mais un avion dangereux. Et là où le Spad n'est pas un avion dangereux. C'est un avion qui va rester en décollage parce que justement, bah, c'est un bon avion pour apprendre aussi. Voilà. Il a largué des bombes cet avion. Non. Ces avions, c'est des avions ultra légers, ultra maniables. Ils sont absolument pas faits pour larguer des bombes. Peut-être en fin de guerre. Non, j'ai jamais trouvé de photo d'un Spad avec des bombes. C'est vraiment pas fait pour. Hein. Si tu mets des bombes, en fait, tu perds tout l'avantage de l'avion. C'est des avions très légers. Si tu mets 2 bombes de 50 kg, ton avion, c'est finito. Tu vois, donc tu perds. Ce sont des avions de chasse purs. Hein. Ils sont faits pour la chasse. Ils sont faits pour aller taper d'avions ennemis. Ils sont pas faits pour être des... c'est pas des bombardiers ou des chasseurs bombardiers. On aura des avions spécialisés pour aller faire du bombardement moyen, d'accord? Pas du bombardier lourd. Mais lui est un avion de chasse pur. C'est vraiment des chasseurs. Et ils ont été designés et pensés pour ça. Donc tout ça a été construit autour d'à la base des voitures de course. Hein? Hispano-Suiza, c'est le V8 qui provoque en fait cette petite... Il y avait des avions d'assaut. Non. Tu sais, le terme d'assaut est récent. C'est un autre nom pendant la guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, c'est un autre nom. Le terme d'assaut arrive après la Seconde Guerre mondiale. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, si des gens veulent rajouter des choses, il y a les commentaires de la vidéo YouTube dessous, voilà. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, on refera un peu de Première Guerre mondiale de temps en temps. Hein. Comme je dis, on refera un petit peu de Première Guerre mondiale et on causera. Hein. En 18, ouais, l'année 1918 ressemble beaucoup au début de la Seconde Guerre mondiale. Bon, vraiment, la fin 18, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. En termes de doctrine, on retrouve beaucoup de choses similaires. Les assauts mécanisés dans la profondeur, il y a les parachutistes qui arrivent. Vraiment, la fin 18, c'est plus les tranchées. Hein. La fin 18, c'est la guerre de mouvement, l'exploitation. On commence à comprendre des choses. Voilà. Oh, il y a Psekan le M323 gigante. Tu sais que c'est un des vieux Warbirds que j'avais fait sur YouTube. J'avais fait le 321 et le 323. Ça vaudrait le coup de les refaire, mais je pense qu'ils ont pas trop mal vieilli, le 321 et le 323. Mais j'ai dû les faire il y a 10 ans. Il y a Tsekon, au pire, tu vas le voir. Et si tu me dis que c'est trop vieux, on le recommencera sur le nouveau format Twitch. Le 321 et le 323. Ça peut se faire. 1000 bits, putain, des paras en 18. Il y avait le plan de Billy Mitchell, l'assaut sur Metz. Tu sais, l'armistice de novembre 18, elle sort de nulle part, d'accord hein, l'armistice de novembre 18, c'est le haut commandement allemand qui jette l'éponge. Mais du côté de l'entente, on ne pensait pas que les Allemands allaient jeter l'éponge. On n'y croyait absolument pas. Et on avait déjà tout prévu pour la grande offensive du printemps 19, où on allait commencer à renvoyer les Allemands chez eux. Parce que les Allemands sont encore sur le sol français. Et Billy Mitchell avait préparé un plan incroyable d'un assaut de parachutistes sur Metz. Ça allait occuper toute l'aviation stratégique anglaise de bombardement. On allait foutre les parachutistes sur les ailes des bombardiers. Et on allait dropper plusieurs régiments de paras avec des mitrailleuses directement sur Metz pour préparer un assaut mécanisé. C'est littéralement la Seconde Guerre mondiale, les mecs. C'est un autre monde. Hein. Mais vous avez... ouais, l'année 19, ça allait être l'année de l'aviation et de la mécanisation. Et de l'exploitation. Et c'est vrai que les Allemands ont jeté l'éponge avant qu'on ait eu le temps de tester certaines choses. Le ouragan. Mais j'ai fait le ouragan. Figure-toi que l'ouragan, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Le ouragan, ça fait partie des avions d'après-guerre que j'ai traités il y a peut-être quelques mois, je crois, l'ouragan. Incroyable ce plan d'assaut. C'est une vraie dinguerie, hein. L'assaut de Metz. C'était prévu, hein. Tout était prêt, hein. Tout avait été calculé, essayé. Les bombardiers existaient, tout était prêt. Tout était prêt. C'était Market Garden avant l'heure. Ça aurait été le premier assaut aéroporté, vraiment, de l'histoire. À une échelle... avec les mecs avec des mitrailleuses et tout, hein. C'était fou, hein. Tu connais déjà le choix, putain, tu veux ton tank de merde, c'est ça?
Calvirus. Hein? C'est ton espèce de tank de merde? Ou je me trompe pas? C'est le char sentinelle? Tu n'as pas fait le swordfish? J'ai fait le swordfish. Eh, vous avez vu, les Warbirds, on commence à faire le tour, hein? J'ai traité du swordfish. J'ai fait le swordfish. Ouais, Calvirus, je sais, hein. Ah. Le camel. Bah écoute, on va mettre le peut-être même qu'on le fera en sub-goal. Le Sopwith Camel. Les avions de la Première Guerre mondiale, je suis content de les faire. Hop. Comme dit, je suis content de faire un peu de Première Guerre mondiale. Les gens connaissent peut-être pas... Oh, les super étendards, non, c'est un peu trop moderne pour moi. Éventuellement, en sub-goal, on les fera. Je vais les noter. Je vais les noter. Hop. Mais on les fera en sub-goal. Les avions modernes, j'ai fait un peu en sub-goal parce que je les fais au compte-gouttes. Je suis pas... Voilà. Je suis pas le meilleur. Voilà, campagne Warcraft 3. Aïe, 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 aïe. Sympa la campagne Warcraft 3. J'ai hâte de jouer. Et on jouera pas à Reforge. Hein. J'irai chercher... voilà. Le char T28. Bah arrête, Galpin. Ça a jamais... Je veux pas de prototype de merde. Je veux des vrais chars. D'ailleurs, ça, je pourrais les mettre dans les chars les plus merdiques jamais fait, par exemple. Pour être intéressant. Bon, écoutez, je vais m'arrêter là. D'ici une petite demi-heure, je relance le live. Tu n'as pas fini les Spitfire. Non, ni les BF 109 d'ailleurs. Hein, ni les Messerschmitt 109. On les finira un jour. Soyez pas pressés, j'ai des listes pour 3-4 ans. Hein, on les fera quand on les fera. Faudrait que je fasse 2 ou 3 Warbirds par semaine. Mais non, mais c'est de la folie, tu vois. On n'en sort pas. Il y a le temps, oui, il y a le temps. Moi, je m'amuse bien avec ça, mais les listes sont gigantesques. Les listes sont gigantesques. Bon, écoutez, je m'arrête là. Et ouais, j'irai jouer à Divide and Conquer. Je vais continuer mon petit run elf sur Golden Legacy. On aura une foire au livre demain soir. Il y a Serical qui sera là. Mais les mecs, c'est sans fin. C'est sans fin. Vous vous rendez compte de tout ce qu'il y a à faire ou dire? J'ai aussi les Lavochkin et LA7 à faire. J'avais parlé du LAC 3. Il faut aussi que je parle des LA7 et LA9. C'est... Voilà. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passe une bonne soirée. Et sinon, ouais, peut-être à tout à l'heure, je relancerai... ouais, on ira sur le Golden Legacy. Mon run infernal avec les elfes, au secours. Et c'est déjà pas mal. Bon, allez, sur ce, je m'arrête là. Passe une bonne soirée, bonne semaine. Et je vous dis à ciao, ciao, peut-être à tout à l'heure ou dans les prochains jours. Allez, salut tout le monde.